L'annonce qui a tout changé. Camille se souvenait encore de ce jour comme si c'était hier. Elle était avachie sur son canapé, un bol de nouilles instantanément maintenu à la main, en train de scroller sur son téléphone. La télé tournait en bruit de fond, avec un énième débat post-électoral. La France venait à peine d'élire son nouveau président, en 2027, et déjà, l'ambiance était électrique. Mais elle s'en foutait un peu, Camille. La politique, ce n'était pas son truc. Puis tout a changé en une phrase. Française, Français. La Russie nous a déclaré la guerre. Silence. Même son téléphone n'avait plus d'importance. La présidente parlait d'une attaque injustifiée, d'une mobilisation nécessaire. Ce n'était plus un conflit lointain, c'était ici, maintenant. Et Camille, comme tous les autres jeunes adultes en âge de combattre, était concernée. 2 jours plus tard, elle recevait sa convocation. 3 mois de classe militaire avant d'être envoyée au front. Elle n'avait jamais tenu une arme de sa vie. L'arrivée au camp, une claque en plein visage. Le bus militaire s'arrêta dans un nuage de poussière. Camille descendit avec les autres, tous aussi paumés qu'elle. Des jeunes, des gars costauds, des filles en jogging, certains avaient encore leurs écouteurs vissés aux oreilles, comme si ça allait les protéger de la réalité. Une voix tonitruante mit fin à toute illusion. « Alignez-vous, bande de touristes !» Un homme en treillis, les bras croisés, les observait comme s'ils étaient des insectes à écraser. L'adjudant Morel, celui qui allait leur apprendre à survivre ou les faire abandonner. Camille posa son sac trop lourd par terre et sentit déjà la sueur couler dans son dos. Ça commençait bien. Jérémie, l'imbécile qui lui a sauvé la vie. Dans cette galère, elle trouva un allié, Jérémie. Un grand blond, un peu gauche, avec un air perpétuellement perdu, mais une détermination qui forçait le respect. C'était grâce à lui qu'elle n'avait pas craqué. Si on survit à ça, on se paie une raclette de malade, ok ? Lui avait-il dit après leur première séance de course sous la pluie, trempés et couverts de boue. T'es con, mais ok. Ils devinrent inséparables, l'un poussait l'autre quand l'un flanchait. Quand Camille galérait avec le démontage de son FAMAS, c'est Jérémie qui lui montra comment trouver ce fichu tête de Mickey. Quand il faillit se faire démonter par un sergent après avoir oublié son casque, c'est elle qui couvrit pour lui. Mais Jérémie, lui, ne partirait pas avec elle. La transformation, de l'étudiante à la soldate. Les premiers jours avaient été un enfer. Les douches tales communes, à peine séparées de par du plexiglas. Les toilettes mixtes, où tout le monde était trop crevé pour s'en formaliser. Le manque de sommeil, la bouffe dégueulasse. Puis quelque chose changea. Camille, l'ancienne étudiante qui séchait les cours et fumait un petit joint de temps en temps, commença à apprécier cette rigueur. Quand Morel l'appela un matin et lui annonça qu'elle était promue caporal, elle crut à une blague. « Pourquoi moi ? Parce que tu tiens bon, et que t'as une grande gueule. » C'était vrai. Elle avait appris à gueuler, à se faire respecter. Et puis elle avait découvert qu'elle était douée. Tirer, marcher en cadence, monter une arme, supporter la douleur. Tout ça lui plaisait. Elle avait aussi appris que parfois, il fallait se battre. Littéralement. Le 3e jour, une camarade un peu trop agressive s'était mis en tête de harceler Jérémie. Lui, trop bien élevé, refusait de répondre. Alors Camille l'avait fait à sa place. Un bon crochet du droit plus tard, la fille était par terre, et Morel riait dans sa barbe. « Putain, t'étais pas censé être une pacifiste, toi ?» lui lança Jérémie. « J'aime pas qu'on touche à ma bouffe, et j'aime pas qu'on touche à mes potes. » Le grand jour, départ pour le front. 3 mois plus tard, tout était différent. Camille portait son uniforme avec fierté. Elle savait démonter son arme les yeux fermés. Elle connaissait ses camarades, leurs forces, leurs faiblesses. Mais il manquait quelqu'un. « Tu vas t'en sortir, toi, hein ?» demanda-t-elle à Jérémie en ajustant son sac. « T'inquiète pas pour moi. J'ai juste merdé sur mon pied, mais je vous rejoindrai. » Elle savait qu'il mentait. Une blessure à la jambe l'empêchait de partir. Et peut-être qu'au fond, il ne partirait jamais. Le bus démarra. Jérémie s'éloignait dans le rétroviseur. Camille serra les dents. Odessa l'attendait. La guerre l'attendait. Et elle était prête. Fin en à suivre.
L'asticot devient sergent. Le combat qui a tout changé, Camille n'avait jamais cherché à grimper en grade. Elle faisait son boulot, elle obéissait aux ordres, et elle essayait de garder tout le monde en vie. Rien de plus. Mais voilà, la guerre ne demande pas la permission pour chambouler tes plans. C'était un matin gris, dans un coin paumé à l'ouest d'Odessa. Une patrouille de reconnaissance, rien de bien sorcier. 10 soldats, dont elle, et un sergent en tête. Ils devaient identifier les positions ennemies sans se faire repérer. Sauf que les Popov n'avaient pas lu le plan. Un tir d'artillerie s'abattit à quelques mètres d'eux, les propulsant au sol. Juste le temps de relever la tête, et une salve de kalash s'abattait sur leur position. « Couverture !» hurla le sergent. Mais lui, il n'avait pas le temps de se couvrir. Il s'écroula, une balle en pleine gorge. Camille n'eut même pas le temps d'y penser. Elle fit ce qu'elle savait faire de mieux, ramper. En quelques secondes, elle s'était faufilée jusqu'à un poste de tir abandonné, juste assez proche pour voir les Russes avancer en formation serrée. Trop bourrin, trop visible. Elle cria aux autres « Fixez-les avec des tirs, je vais les contourner ». Personne ne discuta. Elle glissa comme une ombre entre les ruines, profitant de chaque trou, chaque crevasse, chaque foutu monticule de terre. C'était pour ça qu'on l'appelait l'asticot. Elle savait ramper dans la boue comme personne. Arrivée sur leur flanc, elle dégoupilla une grenade et la balança pile au milieu de leur formation. L'explosion souleva un nuage de poussière, brisant leur assaut. Les Ukrainiens n'avaient plus qu'à les cueillir. Quand tout fut terminé, Camille revint vers les siens. Ils avaient perdu 3 hommes, dont le sergent. Le lieutenant s'approcha, l'air grave. « Tu leur as sauvé la peau, asticot. »« J'ai juste fait ce que j'avais à faire. » Il hocha la tête, puis, avec un sourire en coin, lança « Le sergent est mort. Vive le sergent. » Elle mit quelques secondes à comprendre. « Quoi ? Félicitations, sergent Camille. Je veux te voir à l'aube, aux réunions tactiques, maintenant. » Comprendre l'ennemi. Les jours suivants, elle passa plus de temps dans la tente de commandement que sur le terrain. Le lieutenant voulait là son avis, et elle comprenait pourquoi. Les Russes, ils avaient des forces et des faiblesses. Leur force, l'artillerie, un enfer de ferraille et de feu qui s'abattait avant chaque attaque. Ils avaient aussi des hommes bien entraînés, des spetsnaz qui savaient sans là ce qu'ils faisaient. Leur faiblesse, le bordel. Ils attaquaient en masse, comptant sur le nombre plutôt que sur la tactique. Ils étaient brutaux, mais désorganisés. Camille avait rapidement compris que si on les forçait à improviser, ils perdaient en pied. Alors elle peaufinait ses plans, jouait avec le terrain, exploitait le moindre de leurs mouvements. Le lieutenant la laissait faire. « T'as l'esprit tactique, asticot. Continue comme ça. » Le retour de Jérémie. Un soir, alors qu'elle revenait du poste de commandement, elle crut voir un fantôme. Un type blond, plus maigre qu'avant, mais avec le même sourire idiot. « T'as pas changé d'un poil, Camille ?» Elle resta figée une seconde. « T'es censé être à l'arrière, connard. » Ils ont estimé que ma blessure était guérie. Et puis, fallait bien que je vienne voir si mon sergent préféré faisait du bon boulot. Elle ne sut pas quoi dire. Elle le frappa à l'épaule, pour la forme. Crétin. Mais au fond, elle était soulagée. Jérémie était là. Et avec lui, elle avait l'impression que tout ça était un peu moins insensé. Major Camille, 6 mois de guerre, l'enfer blanc. L'hiver qui a tout dévoré. On pensait que l'hiver en Ukraine était rude. On n'avait rien vu. Quand on a traversé la frontière, début décembre, la neige était déjà épaisse. Et plus on avançait vers l'intérieur des terres, plus le froid devenait une entité à part entière, une présence sournoise qui nous rongeait, qui nous avalait un peu plus chaque jour. Les Popov n'étaient plus notre pire ennemi. C'était le froid. Les premiers à tomber, c'étaient les gars mal équipés. Pas assez de vêtements thermiques, pas assez de rations chaudes. Et surtout, pas assez d'espoir. 5 suicides en 3 mois. Des mecs qui n'avaient même plus la force d'attendre une balle russe. Qui s'asseyaient dans la neige et qui arrêtaient là-bas de bouger. Qui disparaissaient dans le silence glacé. D'autres sont morts d'hypothermie en pleine patrouille. Un simple instant d'inattention, un bout de peau exposé trop longtemps,
un pied trempé qui ne sèche pas. Et c'était fini. On avait appris à marcher vite, à ne jamais s'arrêter trop longtemps, à frictionner les autres pour les maintenir en vie. On avait tous les mains, brûlées par le gel. Les Russes, blasés comme nous. On s'est retrouvés plus d'une fois à occuper 2 bâtiments en ruine, séparés par une cour enneigée, chacun refusant de sortir, parce que, bordel, il faisait moins 40 degrés Celsius. Une nuit, on a même entendu un Russe gueuler depuis l'autre côté. « Vos chefs sont aussi cons que les nôtres, hein ?» Personne n'a répondu, mais on a ri, même si ça nous a fait mal aux joues gelées. Le dégel est le retour de la guerre, et puis le printemps est le revenu. Enfin, si on peut appeler ça un printemps. La glace s'est transformée en boue, une boue épaisse qui avalait les bottes et les corps. On a retrouvé des types gelés, sous la neige, leurs visages figés dans une grimace qui nous rappelait ce qui nous attendait l'année prochaine, si on était encore là. Mais au moins, la guerre a repris. On a recommencé à se tuer les uns les autres, avec un peu plus d'entrain. Les nouvelles recrues arrivaient par vagues. Des gamins de 18 à 19 ans, pleins d'espoir et d'illusions. Ils pensaient entendre ça que c'était comme dans les films, avec des charges héroïques et des discours inspirants. On n'avait pas le cœur de leur dire la vérité. Le lieutenant et moi, on était les dernières de notre groupe d'origine. Sur les 41 avec qui on avait commencé, il ne restait que 10 anciens. Les autres, enterrés, brûlés ou simplement disparus sous la neige. Jérémy, lui, était toujours caporal. Il aurait pu monter en grade, mais il s'en foutait. Un sergent doit réfléchir. Moi, je suis mieux en exécutant les ordres. Il s'occupait des nouveaux, leur apprenait les bases, s'assurait qu'ils ne crèvent pas trop vite. Moi, major, j'avais pas demandé, mais on m'a mis là parce qu'il fallait bien que quelqu'un commande. Maintenant, je dirigeais des unités mélangées, pas juste des Français. On avait des Allemands, des Polonais, des Suédois, même des Balkaniques qui en voulaient à la Russie depuis des décennies. Et puis, il y avait les mercenaires anglais, des tarés. On était venus pour le fun de casser du Rouskov, qu'ils disaient en souriant. Ils étaient efficaces, mais flippants. Des types qui n'avaient sans doute plus rien à perdre, qui prenaient des risques insensés, qui riaient au milieu des bombardements comme si tout ça n'était qu'un immense jeu vidéo. Moi, je n'avais plus envie de rire. Le front russe. On est en Russie maintenant, pas Moscou, pas encore. Mais on avance. Le Kremlin jure qu'ils ne reculeront pas plus, qu'ils vont nous briser, ici. J'ai du mal à les croire. Ils disaient la famille la même chose en Ukraine, et on a continué à les repousser, encore et encore. Mais je me méfie. Un ours blessé est toujours plus dangereux. Et ici, en Russie, on ne joue plus sur leur terrain. On est en train de piétiner leurs terres, de marcher sur leurs villes. Les soldats russes sont peut-être désorganisés, mais les civils, eux, commencent à réagir. On sent leur haine dans leurs regards. On sait que bientôt, ce ne sera plus seulement une armée qu'on affrontera, mais tout un peuple qui refusera de s'effondrer. Et c'est là que la vraie guerre commencera.